Très contente d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. Bon appétit à tout le monde. Euh, j'ai la lourde tâche de vous présenter plein de choses que j'aimerais vous dire en 15 minutes, dont effectivement notre nouveau guide là, qui a été publié il y a un peu moins d'un an sur la prise en charge des personnes avec un trouble de l'utilisation des opioïdes qui, comme vous le savez sûrement déjà, est une des conséquences aussi de la prescription d'opioïdes dans un contexte de douleur, habituellement de douleur aiguë, douleur chronique non cancéreuse. Donc, on s'est mis depuis 10 à 15 ans à avoir une nouvelle clientèle dans nos bureaux, qui est une clientèle qui, historiquement, venait exclusivement du marché illégal. Et cette nouvelle clientèle-là arrive du marché de la prescription. Mais évidemment, tout ça, c'est des vases communicants et plusieurs de ces clientèles-là, avec toutes les nouvelles lignes directrices qu'on a eues sur la surprescription et le tabac que ça fait, plusieurs des personnes qui ont eu des opioïdes en douleur chronique depuis longtemps se sont fait des fois réduire de façon rapide leurs opioïdes et on doivent aussi avoir recours au marché illégal pour s'en procurer. Tout ça pour vous dire que l'idée ici, c'est de vous présenter ce guide-là dans un contexte où ben, ce sont des vases communicants, les opioïdes prescrits, la douleur chronique, la dépendance, et euh, on a de plus en plus de clientèles qui sont mixtes et de cliniciens qui viennent vers nous en nous disant aussi, ben, j'ai prescrit pendant des années à cette personne-là et maintenant elle a développé un trouble lié à l'utilisation. Qu'est-ce que je dois faire? En quoi ça change ma pratique? Et ce qu'on souhaite, c'est que les personnes aux prises avec une douleur et une dépendance continuent d'avoir les meilleurs soins et des soins de pointe, ce qui est quand même un enjeu autant au volet de la douleur et de la dépendance au Québec. Je ne vous apprends rien encore une fois. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je pense que la chose que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, c'est plutôt cette diapo-là. C'est-à-dire que juste avant la COVID, on avait mené des travaux sur un peu l'état de l'accès aux soins en dépendance, particulièrement pour les clientèles ayant le moins accès, les plus vulnérables. Et ça a mené à la création de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance, qui est logée aussi dans le CIUS Centre-Sud et dont je suis la directrice scientifique. Je vous dis ça parce que vous allez retrouver, on espère, c'est notre souhait, l'ensemble des outils cliniques, des guides de pratique qui ont lien avec la dépendance aux opioïdes sur notre site. On a une vocation, en fait, toute substance en dépendance et aussi en itinérance pour essayer d'outiller le réseau de la santé à mieux prendre en charge ces clientèles-là. Et on fait un peu le spectre complet avec des excellents chercheurs comme Léonie Archambault aujourd'hui, donc allant de la revue de littérature, de certaines publications scientifiques, à la création d'outils cliniques ou d'organisation des services jusqu'au transfert de connaissances. Et on fait même du soutien clinique dans les équipes pour des cas complexes avec des groupes de discussion, un peu comme on est en train de faire maintenant le midi en mangeant, où les gens peuvent amener leurs cas complexes, soit au niveau pharmacothérapeutique ou même au niveau de la relation thérapeutique, parce qu'encore une fois, je vous surprendrai pas en vous disant que dans la clientèle en douleur et en dépendance, il y a aussi des enjeux relationnels souvent où il y a du contre-transfert, il y a de l'impuissance thérapeutique et on essaye de soutenir le réseau québécois pour amener des meilleurs soins dans ces cas qui sont souvent effectivement des cas biopsychosociaux complexes. Euh, voilà. Donc, ce sont des exemples d'outils qu'on a produits là, dans les dernières années un peu plus proches que des opioïdes. On a des outils là, sur divers sujets où on va faire, comme vous pouvez le voir en bas, des guides sur les traitements de la dépendance. Donc maintenant, on utilise le Cadian, qui est de la morphine 24 heures, euh, aussi pour le traitement de la dépendance aux opioïdes, alors qu'historiquement, ce traitement-là était plutôt un traitement de la douleur chronique. On a des injections maintenant qui sont disponibles comme le Sublocade et on a des outils aussi très utiles dans la discussion pharmacologique pour faire le counseling avec la personne, voir ce qu'elle souhaite, les pour et les contre.
on fait aussi des outils pour les patients pour qu'ils puissent bien comprendre leur traitement et pouvoir aussi faire des choix éclairés. Et c'est un peu là, les deux en haut à gauche dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Alors, nous avons ce guide, vous pouvez le scanner. Il est aussi en français. Et tout ce que je vais vous dire est disponible sur notre site Internet, évidemment. Donc, le premier guide clinique québécois d'accompagnement pour les personnes qui vivent avec un trouble de l'usage des opioïdes. Je porte à votre attention aussi pour ceux qui ont suivi la petite histoire que jadis naguère, c'était le Collège des médecins qui faisait et les guides en douleur et les guides en dépendance et que le collège a reculé pour être plus une instance justement au niveau de la protection des patients. Il ne fait plus de ligne directrice, donc ça nous a tous un peu laissé dans un vacuum ou dans un trou, raison pour laquelle l'ESCODI a repris la création de ce guide-là. Notre dernier guide en méthadone au Québec datait de 1999. Donc, il était temps que on aille de l'avant. L'INES a aussi produit des documents très, très intéressants à cet égard-là pour certaines de nos molécules de traitement. Donc, ben, évidemment, ce qu'on veut avec ce guide-là, c'est aussi instaurer le message qui est le même qu'en douleur chronique, que toutes les portes sont bonnes et qu'on veut qu'à chaque du réseau de la santé, on se sente concerné et on puisse commencer à faire des premières étapes. La méthode qui a été utilisée pour faire ce guide-là a été une revue des derniers guides. Donc, il n'y a pas eu une re-revue de littérature. On a pris les guides existants et on les a balancés dans le contexte québécois avec les experts que vous voyez ici, qui sont des experts multidisciplinaires et des personnes avec expérience vécue. Et tout ça est supporté par le ministère de la Santé, mais on a aussi validé dans nos ordres professionnels pour être sûr que tout ça était valide là au niveau du Code des professions. Je porte aussi à votre attention que le CRISM vient, il y a quelques mois, de publier des nouvelles lignes directrices là, canadiennes à cet égard-là, que vous allez retrouver dans le CMAG. Mais évidemment, ces deux guides-là sont en lien. Les lignes directrices canadiennes sont toujours un peu plus à haut niveau, alors que les nôtres, on est vraiment dans l'opérationnalisation au quotidien. Notre premier chapitre, c'est rare que vous allez voir ça dans d'autres guides cliniques, mais on sentait l'obligation de parler aussi de philosophie d'intervention, de valeurs éthiques, entre autres pour le respect de l'autonomie des personnes qui consomment, mais aussi pour parler d'équité dans l'accès aux soins. Certaines personnes peinent à se rendre vers les soins qui sont déjà complexes, me direz-vous, à obtenir. Mais on voit quand même que certaines populations dont la douleur et la dépendance font partie ont une surreprésentation au niveau de la stigmatisation et dans leur écart de l'accès aux soins. Donc, on a voulu baliser un peu notre guide à cet égard-là et aussi nommer les termes de réduction des méfaits. La réduction des méfaits, si je vous fais ça vite fait, est une philosophie où on va accompagner la personne qu'elle désire arrêter de consommer au complet ou pas. On prend la personne là où elle est et on chemine côte à côte sans nécessairement exiger l'abstinence parce que l'abstinence n'est pas possible pour tous nos patients dans le ici et maintenant. Alors, je vous fais un survol rapide du guide là, pour vous donner le goût de le lire au complet. Le chapitre 2 est vraiment plus dans le volet évaluation initiale. On a un processus d'évaluation au Québec assez lourd dans nos instances publiques qui fait en sorte que souvent les patients doivent se répéter ou révéler beaucoup de détails à des gens qui ne reverront pas. Et on souhaite faciliter l'accès au traitement et l'évaluation adaptée pour ces patients-là. Je vous le montre vite fait, là, c'est un peu clinique, vous m'excuserez, mais c'est un peu les étapes qu'on a tenté de rendre sommaires pour soutenir nos collègues qui sont des prescripteurs, donc nos médecins, nos infirmières praticiennes spécialisées, un peu dans les étapes, qui incluent s'assurer qu'on fait le tour de toutes les coprescriptions de médicaments, de la prise de substances au complet, et qu'on a un diagnostic de dépendance. Ce qui est quand même un peu compliqué quand les gens viennent d'une prescription d'opioïdes. Parce que ce terrain-là où on glisse d'une prescription avec un usage
tel que prescrit vers le mésusage, vers la dépendance, c'est une pente qui peut être difficile à capter en clinique et des fois les gens sont rendus assez loin dans la dégradation de leur fonctionnalité quand on finit par se rendre compte qu'il se passe autre chose et que on a maintenant pas juste un problème de douleur, mais aussi un problème de dépendance. C'est pour vous montrer aussi, on a fait des graphiques pour soutenir les cliniciens à expliquer concrètement aux patients quand on prescrit quelque chose, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour toi? À quoi t'attendre comme rapidité de confort? Qu'est-ce que c'est les balises qu'on a de prescription et qu'est-ce que c'est les choix qui s'offrent à toi? On a aussi voulu clarifier pour nos pharmaciens, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des cliniques, dans des GMF, toutes les indications thérapeutiques, les effets secondaires, la pharmacocinétique, mais aussi les contre-indications ou les interactions médicamenteuses, mais aussi comment inclure les préférences des patients dans le choix de la molécule. On a fait des boîtes à outils pour chacune des molécules qui permettent d'avoir des ordonnances préfaites, de savoir où trouver l'information si on a besoin d'avoir une formation complémentaire, les guides. Mais vous voyez aussi pour chaque molécule, on a où trouver l'information pour remettre aux patients les questions que la plupart des patients pourraient avoir, faire un choix éclairé sur sa molécule. Donc, tout ça est disponible. Je veux aussi insister sur le fait que on a tenté de baliser que vous allez reconnaître beaucoup de principes qui viennent aussi de la douleur, que c'est pas suffisant de juste prescrire une molécule comme la méthadone en dépendance. Ça doit venir avec un panier de services pour s'assurer les soins minimaux complémentaires sont présents. Donc, par exemple, le dépistage des ITSS, la vaccination, la contraception, l'accès, l'évaluation de la santé mentale et aussi la remise de matériel pour la consommation à moindre risque, donc la naloxone, le matériel d'injection. Développer cette vision-là où on veut regarder un peu plus autour de la personne les services à mettre en place. Dans notre chapitre 5, on aborde un peu plus les grands enjeux fréquents d'un suivi en dépendance, l'enjeu de bâtir une relation thérapeutique avec des clientèles souvent qui vivent beaucoup de honte, qui ont vécu beaucoup de rejet, qui se sentent pas nécessairement bienvenus dans le réseau de la santé. La gestion du risque aussi, avec des gens qui vont continuer des fois de consommer, de se mettre des fois dans des situations qui peuvent être dangereuses. Comment on gère une molécule de narcotique puissante quand il y a de la co-consommation, de la prise d'alcool, quand les gens ne viennent pas souvent à leur rendez-vous, qu'on a de la misère à avoir un suivi thérapeutique, quand il peut y avoir des conflits. Donc, tout ça pour essayer d'aider les cliniciens à voir venir des situations qui sont souvent complexes et lourdes des deux côtés. On a clarifié même qui peut faire quoi pour tâcher aussi, en sachant qu'il y a des problèmes d'accès au Québec, de voir comment on peut optimiser les rôles de chacun des professionnels dans des cliniques où des fois il n'y a pas toujours l'ensemble. Donc, qui peut faire quoi au niveau des ordres professionnels. Et fait pas si surprenant, me direz-vous, mais en faisant valider notre guide par des personnes avec de l'expérience vécue, des gens qui sont des consommateurs qui sont sous traitement, et donc qui sont des gens quand même très informés, puis qui viennent commenter notre guide, on a été surpris de se rendre compte à quel point ils ne connaissaient pas leurs droits et ne connaissaient pas l'état de la loi sur certaines choses, entre autres les narcotiques qui comportent, comme vous le savez, beaucoup de balises au niveau fédéral et au niveau provincial. Alors, on a senti le besoin de faire un miroir à notre guide pour les usagers, pour qu'ils puissent comprendre un peu toute la régulation, ce à quoi ils peuvent s'attendre, leurs droits, comment on octroie, entre autres, des doses non supervisées, parce qu'en dépendance, souvent, les gens doivent se présenter tous les jours en pharmacie pour prendre leur traitement. Donc, on a fait ce guide-là aussi pour les usagers. Et donc, ça met fin à mon survol rapide de notre guide et je serais contente de prendre des questions. Je prends la dernière minute qui me reste pour aussi vous dire que, en complément à ça, on a
très grande joie de vous annoncer qu'on lance en mai prochain un guide sur l'approche sensible au traumatisme et à la violence pour le réseau de la santé. Cette approche-là vient d'un intérêt croissant là, depuis les 10 dernières années, entre autres avec des guides aux États-Unis et un excellent livre qui a été publié par nos collègues de Toronto en 2023 dernier. Ça fait longtemps qu'on se questionne, on voit nos collègues de l'Ouest utiliser beaucoup cette approche-là et on s'est dit, ben ça nous prend un guide au Québec, puis ça nous prend un guide francophone aussi, chose qui existe très très peu à l'heure actuelle. Donc, pour s'acheminer vers ça, on a eu la chance d'avoir justement Léonie qui est ici avec sa collègue qui ont fait une revue des évidences là, de la littérature spécifiquement pour voir ce qu'on avait à se mettre sous la dent au niveau scientifique pour supporter l'approche tenant compte des traumatismes et de la violence en dépendance et en itinérance. Et cette revue-là nous a permis de nous intéresser à certaines zones plus particulières au niveau du bien-être psychologique, de l'impact sur l'utilisation de substances, la parentalité, tout ce que vous voyez ici, et de voir que, bien sûr, que les évidences sont émergentes, mais qu'il y a quand même une tendance vers un impact très positif là, sur les variables que je vous montre ici. Et bien, on s'en vient donc vers une publication dont, à la lumière de ces résultats-là, d'un premier guide qui se voudra une première mise en bouche pour clarifier les concepts, clarifier l'approche au niveau individuel dans une équipe, mais aussi comment une organisation du réseau de la santé peut euh, tenter de d'avoir la délicatesse et d'ajuster ses procédures et ses protocoles pour recevoir des clientèles plus fragiles. Et donc, on sera très content de revenir vous présenter ça puisqu'on lance officiellement le guide en mai. Et si d'ici là, vous voulez voir l'article qui a permis, entre autres, d'initier la rédaction de ce guide-là, ben, on vous invite à le regarder ici. Alors voilà, je m'arrête ici. Donc, je vous invite à disséminer ce guide-là qui prend en charge l'autre côté du spectre de la prescription des opioïdes quand ça glisse vers la dépendance. Regardez notre guide qui s'en vient en mai, en sachant que tout ça, évidemment, ce sont des zones pauvres là, en recherche qui vont mériter encore beaucoup d'attention dans les prochaines années. Merci beaucoup.